Depuis plus de 6 décennies, la mort de Marilyn Monroe demeure l'un des mystères les plus sombres d'Hollywood. Elle n'était pas seulement une star de cinéma, mais aussi une femme prise entre le pouvoir, la politique et des secrets peut-être trop dangereux à garder. Lorsqu'on la découvrit sans vie dans sa maison de Brentwood en août 1962, le monde apprit qu'il s'agissait d'une overdose tragique. Mais dès le départ, des murmures circulaient, des rumeurs de trahison, d'hommes puissants et d'une dissimulation qui allait bien au-delà des murs de sa chambre. Aujourd'hui encore, l'histoire refuse de s'éteindre, car chaque fois que les pièces du puzzle sont réexaminées, l'image devient encore plus sombre. De Norma Jean à Marilyn Monroe. L'histoire de Marilyn Monroe a commencé loin des projecteurs. Née Norma Jean Mortenson, le 1er juin 1926 à Los Angeles, elle vint au monde sans la sécurité d'une figure paternelle et avec une mère, Gladys, qui souffrait de graves troubles mentaux. À seulement 9 ans, Norma Jean était déjà placée dans le système de famille d'accueil. Entre 1935 et 1942, elle passa d'une famille d'accueil à une autre, ainsi que dans un orphelinat, sans jamais connaître une véritable stabilité. Ce manque de permanence façonna sa personnalité. Alors que d'autres enfants grandissaient dans des foyers stables, Norma Jean apprit très tôt que survivre exigeait de s'adapter. Elle ne pouvait compter pleinement sur personne, une leçon qui la marqua profondément, mais qui lui donna aussi de la résilience. À 16 ans, face à la fin de son placement en famille d'accueil et au risque d'être renvoyée à l'orphelinat, elle fit un choix pratique. En juin 1942, Norma Jean épousa James Dougherty, un voisin de 5 ans son aîné. Ce n'était pas un mariage de passion, mais de nécessité. Il lui offrit un foyer légal et la protégea d'un retour à l'assistance publique. Lorsque Dougherty rejoignit la marine marchande pendant la Seconde Guerre mondiale, Norma Jean subvint à ses besoins en travaillant dans une usine d'armement à Van Nuys. C'est là, en 1944, que le destin intervint. Un photographe militaire remarqua sa beauté et son charisme en prenant des clichés de femmes participant à l'effort de guerre. Un simple cliché mena à des contrats de mannequinat et bientôt elle fut engagée par une agence. En 1946, ses photographies pin-up frappantes lui valurent de reconnaissance et un contrat avec la 20th Century Fox. Les dirigeants du studio jugèrent que Norma Jean Mortenson n'était pas assez glamour et lui donnèrent un nouveau nom. Elle devint Marilyn Monroe, combinant le prénom de la star de Broadway Marilyn Miller avec le nom de jeune fille de sa mère. La transformation de Norma Jean en Marilyn n'était pas seulement professionnelle. Elle créa une fracture entre son personnage public et son moi intime. Alors qu'on la présentait comme l'archétype de la blonde fatale, à l'intérieur elle restait l'enfant placé qui avait grandi sans stabilité. Entre 1947 et 1950, Marilyn travailla régulièrement dans de petits rôles au cinéma. Sa prestation dans The Asphalt Jungle de John Huston en 1950, bien que brève, attira l'attention des critiques. Hollywood commença à voir qu'elle était plus qu'un joli visage. Mais dans le même temps, les studios modelaient son image selon l'archétype de la blonde stupide, un stéréotype qui l'a poursuivi pendant une grande partie de sa carrière. Au début des années 1950, elle était sur le point de devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood, mais les graines de ses luttes personnelles étaient déjà semées. Traumatisme, rôles stéréotypés et conflits avec les studios. Malgré sa célébrité grandissante au début des années 1950, les démons intérieurs de Marilyn Monroe ne restèrent jamais loin de la surface. Les traumatismes de son enfance, marqués par l'abandon, l'instabilité et les hospitalisations psychiatriques de sa mère, lui laissèrent de profondes cicatrices. Elle souffrait d'une anxiété paralysante et de dépression, des luttes qui la suivirent toute sa vie adulte. Marilyn combattit l'insomnie pendant des années et dépendit de plus en plus des médicaments prescrits pour dormir, une dépendance qui s'accrut au fil du temps.
Derrière son sourire éclatant et son image publique confiante se cachait une femme en guerre constante avec son propre esprit. Hollywood, cependant, se souciait peu de ses vulnérabilités. Les studios la considéraient comme un atout, un produit à exploiter. Marilyn devint rapidement le sex symbole ultime de l'époque, jouant des rôles qui mettaient en avant son apparence tout en la réduisant à la caricature de la blonde naïve. Elle voulait désespérément se prouver comme une actrice sérieuse. Elle lisait beaucoup, étudiait avec Lee Strasberg à l'Actors Studio et aspirait à des rôles plus complexes. Pourtant, encore et encore, on l'enfermait dans les mêmes rôles stéréotypés. Tandis que le public l'adorait, les initiés méprisaient ses capacités, renforçant la fracture entre ce qu'elle était et ce qu'on l'obligeait à être. Le conflit autour de sa carrière accentua ses difficultés identitaires. Marilyn ne supportait pas d'être contrôlée par les dirigeants de la 20th Century Fox qui la payaient moins que ses partenaires masculins et lui refusaient toute influence créative. Elle commença à résister, refusant des rôles qu'elle jugeait insultants pour son intelligence et quittant les plateaux lorsque le studio tentait de la cantonner. Ces affrontements n'étaient pas des caprices, comme certains critiques l'affirmaient, mais des actes de défi, une tentative de Marilyn pour reprendre sa propre voie. Sa prise de position contre le studio était risquée dans une industrie dominée par des hommes puissants, mais elle montrait sa détermination à être reconnue pour autre chose qu'un joli visage. Le prix à payer, toutefois, fut élevé. En 1954, Fox la suspendit après qu'elle eut refusé un nouveau rôle superficiel. Mais Marilyn ne céda pas. Plus tard, en 1955, elle s'installa à New York, rejoignit l'Actors Studio et commença à se reconstruire comme interprète. Là, sous la direction de Strasberg, elle s'immergea dans le jeu d'acteur méthodique. Pour la première fois, elle eut le sentiment d'apprendre l'art dramatique plutôt que de simplement jouer un rôle écrit pour son image. Cette période marqua un tournant. Elle recherchait le respect, l'indépendance et le contrôle de son avenir. Mais même alors qu'elle luttait pour redéfinir sa carrière, sa vie privée devenait de plus en plus instable. Marilyn aspirait à l'amour et à la sécurité, mais ses relations reflétaient les mêmes schémas d'abandon et de rejet qui la hantaient depuis l'enfance. Divorce, dépendance et effondrement émotionnel. Les luttes professionnelles de Marilyn Monroe pour contrôler son image reflétaient la turbulence de sa vie privée. Derrière le glamour et la célébrité, elle était une femme en quête de stabilité, d'amour et de compréhension. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait l'avoir trouvée, elle se retrouvait face au chagrin. Ces 3 mariages commencèrent tous avec espoir, mais se terminèrent dans la douleur, chacun reflétant les cicatrices émotionnelles qu'elle portait depuis l'enfance. En janvier 1954, elle épousa la légende du baseball Joe DiMaggio, l'un des athlètes les plus célèbres d'Amérique. Pour le public, leur union semblait l'alliance parfaite de 2 icônes américaines, le sportif et la star de cinéma. Mais en réalité, leur différence était profonde. Joe, extrêmement réservé et conservateur, avait du mal à supporter la célébrité de Marilyn et son image de sexe symbole. Sa jalousie se manifesta dans des accès de colère, notamment après le tournage de la scène du métro dans The 7-Year Itch, lorsque la robe blanche de Marilyn se souleva devant une foule enthousiaste. Ce moment, immortalisé dans l'histoire d'Hollywood, symbolisa les fissures profondes de leur mariage. DiMaggio voulait une épouse traditionnelle. Marilyn voulait la liberté et le succès. La tension monta jusqu'à des accusations de maltraitance émotionnelle et, seulement 9 mois après leur mariage, Marilyn demanda le divorce, invoquant la cruauté mentale. En 1956, elle épousa le dramaturge Arthur Miller, un homme célébré pour son intellect et ses commentaires sociaux. Au début, cela semblait être l'échappatoire que Marilyn désirait, un partenaire intellectuel qui valorisait autant son esprit que sa beauté. Leur mariage, cependant, se défit rapidement sous le poids de ses troubles psychiques et de la distance émotionnelle de Miller.
Marilyn se sentait à la fois inspirée et rejetée. Elle aspirait à être validée, mais le détachement de Miller la blessa profondément, surtout lorsqu'elle découvrit qu'il avait confié à des amis qu'il était déçu par elle. Cette trahison fut dévastatrice et leur mariage s'effondra en 1961. Alors que ses relations échouaient, Marilyn devint de plus en plus dépendante aux médicaments sur ordonnance et à l'alcool. Elle souffrait d'insomnie chronique et d'anxiété, et les médecins, parfois sous la pression des studios, prescrivaient facilement des barbituriques pour dormir et des stimulants pour rester éveillé. Ce cycle ne fit qu'aggraver son instabilité. Ses amis et collègues remarquèrent de son manque croissant de fiabilité. Elle arrivait souvent en retard sur les plateaux, oubliait ses répliques ou ne se présentait pas du tout. Ce que beaucoup qualifiaient de comportement non professionnel était en réalité la conséquence visible d'une femme en train de sombrer sous le poids de la dépendance et de troubles psychiques non traités. Sa douleur personnelle s'entremêlait à sa vie professionnelle, renforçant l'idée qu'elle était difficile. Pourtant, derrière cette étiquette, se cachait une femme luttant contre des démons bien plus puissants que les rôles qu'on lui confiait. Marilyn cherchait l'amour, la guérison et un foyer émotionnel sûr, mais elle se retrouva sur un chemin qui la mena plus profondément encore vers la dépendance et le désespoir. Dernier combat, chaos sur les plateaux et affaire Kennedy. Au début des années 1960, la vie de Marilyn Monroe était devenue une tempête de contradictions. Elle était l'une des femmes les plus célèbres du monde, adorée par des millions de fans sur tous les continents, et pourtant, intérieurement, elle était épuisée, instable et plus isolée que jamais. Sur les plateaux de tournage, ses difficultés étaient visibles. Elle arrivait souvent avec des heures de retard, disparaissait parfois complètement et nécessitait d'innombrables reprises. Les réalisateurs se montraient frustrés. Ses partenaires perdaient patience et les dirigeants de studio la qualifiaient de peu fiable. Ce que les spectateurs percevaient comme de l'arrogance ou de l'indifférence n'était en réalité que l'expression extérieure de son anxiété croissante, de sa dépression et de sa dépendance aux médicaments sur ordonnance. Son dernier grand projet, Something's Got to Give, en 1962, tourna au désastre public. Marilyn manqua tant de journées de tournage, en raison de maladies et d'effondrements, qu'elle fut finalement renvoyée de la production. Pour une femme qui s'était battue si durement afin d'être reconnue comme une actrice sérieuse, cette humiliation fut dévastatrice. Elle renforça son sentiment qu'Hollywood l'avait abandonnée précisément au moment où elle avait le plus besoin de soutien. En parallèle, Marilyn s'enfonçait dans des relations qui la rapprochaient du danger. Des rumeurs circulaient sur ses liaisons avec le président John F. Kennedy et son frère, le procureur général Robert Kennedy. Selon des amis, Marilyn aurait confié qu'elle était très amoureuse et qu'elle allait épouser Bobby. Eunice Murray, sa gouvernante de longue date, admit plus tard que Robert Kennedy s'était rendu chez Marilyn le jour même de sa mort et qu'ils avaient eu une violente dispute. D'autres témoignages décrivent cette confrontation finale comme brutale et chargée d'émotions, Marilyn exigeant des réponses au sujet de promesses brisées. Les spéculations concernant les Kennedy n'ont jamais cessé. Certains affirment que Marilyn avait menacé de révéler des détails sur ses relations avec les deux frères, ainsi que des secrets politiques sensibles. On disait qu'elle possédait un petit livre rouge où elle consignait des conversations privées et ses rencontres avec des hommes puissants. Qu'il ait existé ou non, la simple évocation de ce carnet renforça l'idée que Marilyn en savait trop. Dans le climat de la guerre froide, où le secret et l'image comptaient avant tout, ses connaissances pouvaient faire d'elle une menace. Même ses amis les plus proches remarquèrent sa paranoïa dans ces dernières semaines. Elle parlait de trahison, de s'être fait passer comme un morceau de viande et de secrets qui, selon elle, pourraient un jour choquer le monde entier. Que ces paroles aient été celles d'une femme sombrant sous le poids de la dépendance ou de véritables avertissements d'une personne en danger demeure au cœur du mystère.
La nuit du 4 au 5 août 1962, chronologie contradictoire et soupçon de meurtre. La nuit où Marilyn Monroe mourut reste l'un des épisodes les plus contestés de l'histoire d'Hollywood. Le récit officiel affirma qu'aux premières heures du 5 août 1962, vers 3h30 du matin, son psychiatre, le docteur Ralph Grinson, força l'entrée de sa chambre verrouillée en brisant une fenêtre. À l'intérieur, il trouva son corps sans vie allongé dans le lit, une bouteille vide de somnifère posée sur la table de chevet. Eunice Murray, sa gouvernante, déclara avoir remarqué que la lumière de la chambre de Marilyn était encore allumée après minuit. Après avoir frappé sans réponse, elle aurait appelé Grinson à l'aide. L'histoire semblait simple, tragique et close, mais presque immédiatement des failles apparurent. Anthony Summers, auteur de Goddess et du documentaire Netflix The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, mit au jour des éléments qui contredisaient cette chronologie. Selon ses recherches, Marilyn ne serait peut-être pas morte dans son lit à 3h30 du matin. Ses entretiens avec des secouristes suggèrent qu'elle était encore vivante tard dans la soirée du 4 août, vers 22h30, lorsqu'une ambulance fut appelée. D'après ses témoignages, elle fut transportée à l'hôpital dans un état critique, mais mourut en chemin. Si cela est vrai, cela contredit la version officielle et laisse penser que son corps aurait pu être ramené chez elle ensuite afin de mettre en scène la découverte. D'autres incohérences renforcent les doutes. Eunice Murray, qui avait initialement affirmé avoir découvert Marilyn inconsciente tôt le matin, donna plus tard des déclarations contradictoires. Dans une interview à la BBC en 1985, elle lança de manière énigmatique « Pourquoi, à mon âge, dois-je encore couvrir cette histoire ?» Ces paroles laissèrent entendre que la vérité avait été cachée pendant des décennies. Les premiers policiers arrivés sur place remarquèrent également un comportement étrange. Le sergent Jack Clements, premier officier du LAPD sur les lieux, déclara que Murray semblait faire la lessive, lavant les draps du lit, comme si elle préparait la chambre, ce qui lui parut anormal en plein milieu d'une telle crise. Les preuves médico-légales accentuèrent encore la confusion. Le docteur Thomas Noguchi, médecin légiste adjoint, découvrit des niveaux mortels de barbiturique dans le système de Marilyn, suffisant pour la tuer. Mais curieusement, aucune trace de gélules ni de résidus de comprimés ne fut trouvée dans son estomac. Cela alimenta les spéculations selon lesquelles elle n'avait pas ingéré les substances par voie orale, mais qu'elles lui avaient été administrées par injection ou par lavement. John Miner, qui travaillait alors au bureau du procureur, affirma plus tard qu'il était convaincu qu'un lavement avait été utilisé. S'ajoutait enfin la suspicion liée à la présence alléguée de Robert Kennedy ce jour-là. Des témoins, dont Eunice Murray, le placèrent au domicile de Marilyn quelques heures avant sa mort. Si cela est exact, sa visite et la violente dispute qui aurait éclaté entre eux donnent du crédit à la théorie selon laquelle la disparition de Marilyn n'était pas une simple overdose, mais quelque chose de bien plus délibéré. Dissimulation, enquête et l'héritage d'un mystère. À la suite de la mort de Marilyn Monroe, le verdict officiel tomba rapidement. Un probable suicide dû à une overdose de barbiturique. La conclusion semblait pratique, presque ordonnée. Mais pour beaucoup de ses proches, l'histoire ne tenait pas. Trop de questions restèrent sans réponse, trop d'incohérences demeuraient, et trop de noms puissants flottaient en arrière-plan. L'enquête elle-même fut longtemps critiquée comme incomplète. Des preuves essentielles auraient été négligées ou mal gérées. Ainsi, les relevés téléphoniques de cette nuit disparurent, des témoignages de témoins changèrent, et personne ne put jamais expliquer l'existence supposée du fameux « petit carnet rouge » que Marilyn aurait conservé, rempli de notes personnelles sur les Kennedy et d'autres hommes influents. Si un tel carnet avait réellement existé, il aurait pu constituer un mobile suffisant pour la réduire au silence. Les théories du complot surgirent presque immédiatement.
Certains pensaient que les Kennedy, désespérés de protéger leur réputation, étaient directement impliqués. D'autres soutenaient que des agences gouvernementales comme le FBI ou la CIA avaient pu intervenir, craignant que les liens de Monroe et son soutien affiché aux droits civiques ne fassent d'elle une menace politique dans le climat tendu de la guerre froide. Des documents déclassifiés confirmèrent que Monroe avait effectivement été surveillée par les autorités fédérales, ce qui donnait du crédit à l'idée qu'elle était suivie durant ces derniers mois. En 1982, puis en 1992, les autorités de Los Angeles rouvrirent des enquêtes sur sa mort après l'apparition de nouveaux témoignages. Bien que ces examens aient réaffirmé la conclusion officielle de probable suicide, ils reconnurent aussi que l'enquête initiale était truffée d'erreurs et que des éléments importants avaient été maltraités. En d'autres termes, la porte vers d'autres explications ne fut jamais totalement refermée. Des ouvrages comme The Last Days of Marilyn Monroe de James Patterson relancèrent les spéculations, suggérant que Bobby Kennedy aurait pu être présent physiquement la nuit de sa mort, impliqué dans une confrontation violente et désespérée de récupérer son carnet. Des récits de bandes de surveillance auraient même capté une dispute houleuse entre Monroe et Kennedy le jour même de son décès, où Marilyn l'accusait de trahison et menaçait de révéler des secrets susceptibles d'ébranler les plus hautes sphères du pouvoir. 8. Plus de 60 ans plus tard, le mystère plane toujours. Marilyn Monroe fut-elle une femme tourmentée qui succomba à ses propres démons, ou une femme réduite au silence parce qu'elle en savait trop? Les preuves pointent dans des directions contradictoires, mais ce qui reste indéniable, c'est que sa mort ne fut pas seulement une tragédie personnelle. Elle devint une blessure culturelle, un rappel de la manière dont la célébrité, le pouvoir et le secret peuvent converger de la façon la plus destructrice. Pour des millions de personnes, Marilyn demeure figée dans le temps, symbole de beauté, de fragilité et de questions sans réponse. La mort de Marilyn Monroe n'aura peut-être jamais de réponse définitive, mais les ombres de cette nuit de 1962 suscitent encore des doutes trop grands pour être ignorés. Pensez-vous que la mort de Marilyn fut réellement un suicide, ou fut-elle réduite au silence à cause des secrets qu'elle portait? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui lèvent le voile sur les vérités cachées derrière les plus grands mystères de l'histoire.